Je n'aurais jamais imaginé que la famille, ces personnes censées vous aimer et vous protéger, puisse être celle qui vous blesse le plus. Je m'appelle Élodie, et pendant des années, j'ai enduré l'indifférence glaciale de ma famille. Quand mon mari est parti et que je suis retournée chez mes parents avec ma fille de 5 ans, Léa, je pensais que nous y trouverions du réconfort. Au lieu de cela, nous sommes devenus invisibles. La maison était grande, les chambres d'amis luxueuses, mais aucune n'était destinée à nous. On nous a donné un coin exigu dans le couloir, 2 couvertures minces et un oreiller qui avait connu des jours meilleurs. Tu as l'habitude, n'est-ce pas, ricanait ma tante, en riant avec les autres alors qu'ils regagnaient leur lit douillet. Chaque nuit, j'enveloppais Léa dans mes bras, sentant le froid du sol s'infiltrer dans nos os. L'humiliation piquait plus que le froid. Je venais d'une famille aisée de la banlieue parisienne, où les apparences comptaient plus que tout. Mon père, Jean-Pierre, dirigeait une entreprise de construction prospère. Ma mère, Sylvie, organisait des réceptions somptueuses pour impressionner leurs amis du Rotary Club. Quand j'ai épousé Marc, un musicien de jazz sans le soumet au talent immense, ils ont à peine assisté au mariage. Il ne te mènera nulle part, m'avait prédit ma mère. Et en un sens, elle avait raison. Après 5 ans ensemble et la naissance de Léa, Marc a commencé à s'éloigner. Les tournées devenaient plus longues, les appels plus courts. Un jour, il est rentré tard dans notre petit appartement de Montmartre et m'a annoncé qu'il partait pour New York. Une opportunité incroyable, disait-il. Il nous enverrait de l'argent. Il reviendrait peut-être. Ses yeux fuyaient les miens alors qu'il faisait ses valises. Je suis restée là, pétrifiée, tenant Léa endormie dans mes bras. Notre loyer était déjà en retard de 2 mois. J'avais abandonné mon poste d'assistante dans une galerie d'art pour m'occuper de Léa. Sans argent, sans travail, sans mari, j'ai fait la seule chose possible, j'ai appelé mes parents. Le retour à la maison familiale à Saint-Germain-en-Laye fut comme plonger dans un bain glacé. Ma mère a ouvert la porte, son visage un masque parfait de courtoisie forcée. « Tu peux rester pour l'instant » a-t-elle dit, son ton suggérant clairement que ma présence était une inconvenance temporaire qu'elle tolérait à contre-cœur. Les premiers jours, nous avons dormi dans une chambre d'amis, mais quand ma tante Marianne est venue avec ses enfants pour une visite impromptue qui s'est prolongée, nous avons été déplacés dans le couloir. C'est juste pour quelques nuits, avait promis ma mère. Ces nuits sont devenues des semaines. Chaque matin, je me réveillais avant l'aube, rangeant rapidement nos maigres affaires pour qu'elles ne encombrent pas le passage. Je préparais le petit déjeuner pour tout le monde, lavais la vaisselle, et cherchais désespérément du travail pendant que Léa jouait seule dans un coin du jardin que personne n'utilisait. Les dîners étaient des épreuves de patience et d'humiliation. Mon père ne m'adressait presque jamais la parole, préférant discuter des derniers contrats ou des performances de la bourse avec mon frère aîné, Thomas, qui avait suivi ses pas dans l'entreprise familiale. Ma mère et ma tante échangeaient des regards entendus quand Léa renversait accidentellement son verre ou quand je mentionnais une piste d'emploi qui n'avait pas abouti. « Tu pourrais au moins t'habiller correctement » me murmurait ma mère un soir alors que je débarrassais la table. « Tu te laisses aller, Élodie. Comment veux-tu retrouver un mari dans cet état ?» Je serrais les dents, ravalant les larmes qui menaçaient de couler. Ce n'était pas un mari que je cherchais, mais simplement un moyen de subvenir aux besoins de ma fille, de lui offrir une vie stable et aimante. Malgré tout, je gardais un visage brave pour Léa. Elle méritait une mère forte. Je lui racontais des histoires alors que nous étions allongés sur le sol, peignant des rêves d'une vie meilleure. Pourtant, quand les lumières s'éteignaient et que sa respiration s'adoucissait dans le sommeil, mes propres larmes silencieuses coulaient. Je me sentais piégée, invisible, et pourtant, je tenais bon pour elle. Les week-ends étaient les pires. La maison se remplissait d'invités, des collègues de mon père, des amis de ma mère, tous parfaitement coiffés et habillés. J'étais présentée, quand on daignait le faire, comme Élodie, qui traverse une période difficile. Léa et moi nous réfugions souvent dans le petit jardin d'hiver à l'arrière de la maison, le seul endroit où personne ne venait jamais. C'est là, parmi les plantes négligées et les meubles en rotin défraîchis, que j'ai commencé à raconter à Léa des histoires sur mon grand-oncle François, le frère de ma grand-mère. François était le mouton noir de la famille, un aventurier qui avait vécu en Afrique pendant des décennies, revenant rarement en France. Contrairement au reste de ma famille, il m'écrivait régulièrement,
envoyant des cartes postales colorées de Dakar, Marrakech ou Abidjan. J'avais gardé chacune d'elles, cachée dans une vieille boîte à chaussures sous nos minces couvertures. Un jour, ma chérie, murmurai-je à Léa, nous voyagerons aussi. Nous verrons le monde, juste toi et moi. Elle souriait, ses yeux brillants de cette confiance absolue que seuls les enfants peuvent avoir. Cette confiance me brisait le cœur autant qu'elle me donnait la force de continuer chaque jour. Cette nuit-là était plus froide que d'habitude. Nous étions en plein mois de novembre, et l'hiver s'installait précocement en région parisienne. Le chauffage de la maison fonctionnait parfaitement, bien sûr, mais pas dans notre coin de couloir, stratégiquement éloigné des radiateurs. Léa frissonnait même dans son sommeil, et je me maudissais de ne pas avoir trouvé un moyen de la garder au chaud. J'étais allongée, éveillée, fixant le plafond orné de moulures, me demandant comment la vie avait pu tourner ainsi. La veille, j'avais reçu un appel du cabinet d'avocats Moreau et Associés. Une voix masculine, grave et professionnelle, m'avait informé qu'une affaire importante me concernant devait être discutée en personne. J'avais proposé de me rendre à leur bureau, mais l'homme avait insisté pour venir à la maison de mes parents. C'est une question de succession, Madame Lambert. Il est préférable que nous venions à vous. Je n'avais rien dit à ma famille. À quoi bon? Ils auraient supposé que c'était encore une dette de marque, ou pire, auraient insisté pour assister à l'entretien, transformant une affaire privée en un nouveau spectacle d'humiliation. Soudain, juste avant l'aube, j'entendis le bruit d'une voiture qui s'arrêtait devant la maison. Quelques instants plus tard, la sonnette retentit, ferme et insistante. Je me levai rapidement, enfilai un cardigan sur ma chemise de nuit et me précipitai vers la porte avant que le bruit ne réveille toute la maisonnée. Trop tard. Alors que j'atteignais le hall d'entrée, mon père descendait déjà l'escalier, nouant sa robe de chambre en soie autour de sa taille, le visage froissé par le sommeil et l'irritation. « Qui peut bien venir à cette heure ?» grommela-t-il. « Si c'est pour toi, Élodie, j'espère que ce n'est pas encore un problème. » Sans attendre ma réponse, il ouvrit la porte d'un geste brusque. Sur le perron se tenait un homme grand dans un costume impeccable, gris anthracite, une mallette en cuir à la main. Ses cheveux poivre et sel étaient parfaitement coiffés malgré leur matinale, et ses yeux bleus acier scrutaient l'intérieur de la maison avec une autorité tranquille. « Bonjour, dit-il d'une voix posée. Je suis maître Durand, du cabinet Moreau et Associés. Je suis ici pour voir Madame Élodie Lambert. » Mon père se raidit légèrement. Maître Durand n'était pas un huissier venant réclamer des dettes, comme il l'avait probablement supposé. C'était visiblement un avocat de haut rang, le genre que mon père respectait instinctivement. « Entrez, dit-il, soudain plus courtois. Ma fille est ici. » À ce moment, ma mère et ma tante apparurent dans l'escalier, suivies de près par mon frère Thomas. Tous arboraient cette expression mêlant curiosité et méfiance. Léa, réveillée par l'agitation, s'accrochait à ma jambe, ses yeux encore lourds de sommeil. L'avocat entra et me repéra immédiatement. « Madame Lambert ?» demanda-t-il en s'approchant. J'acquiesçai, soudain consciente de mon apparence débraillée face à son élégance impeccable. « Pourrions-nous parler dans un endroit plus privé ?»« Nous sommes sa famille », intervint ma mère d'un ton sec. « Vous pouvez parler devant nous. » Maître Durand lui jeta un regard poli mais ferme. « Je comprends, madame, mais les questions de succession sont strictement confidentielles. Cependant, si Madame Lambert souhaite votre présence. » Il me regardait, me laissant le choix. Pour la première fois depuis mon retour sous ce toit, je sentais qu'on me donnait une option, qu'on respectait ma volonté. C'était grisant et terrifiant à la fois. « Nous pouvons parler dans le jardin d'hiver, dis-je, la voix plus assurée que je ne m'y attendais. » J'ignorais le regard offensé de ma mère et guidai l'avocat vers la véranda à l'arrière de la maison, Léa toujours accrochée à moi. Une fois installé parmi les fougères négligées et les chaises en rotin, Maître Durand ouvrit sa mallette et en sortit plusieurs documents. « Madame Lambert, je représente la succession de Monsieur François Lefebvre. » Mon cœur manqua un battement. « Mon grand-oncle François ? Est-ce qu'il... » Oui, je suis navrée. Monsieur Lefebvre est décédé il y a 3 semaines à Casablanca. Une crise cardiaque. C'était paisible, selon les médecins. Je sentis les larmes me monter aux yeux. « François,
avec ses cartes postales colorées et ses histoires d'aventure, avait été une lueur de chaleur dans ma vie froide. Il ne jugeait jamais, ne critiquait jamais. Ses lettres se terminaient toujours par un vite à vie, petite Élodie, pas celle qu'ils veulent pour toi. Je comprends que ce soit un choc, continua doucement Maître Durand. Monsieur Lefebvre m'avait contacté il y a plusieurs années pour mettre à jour son testament. Il était très précis concernant ses volontés. Il sortit un document épais, relié en cuir bleu foncé. Monsieur Lefebvre vous a désigné comme son unique héritière, Madame Lambert. Je clignai des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Pardon ? Votre grand-oncle vous lègue l'intégralité de ses biens. Cela inclut ses propriétés au Maroc, ses comptes bancaires en France et en Suisse, ses collections d'art africain, et... Il fit une pause, ses yeux bleus fixés sur moi, cette maison. Cette maison, répétai-je, abasourdi. Mais c'est la maison de mes parents. Maître Durand secoua légèrement la tête. Non, Madame Lambert. Cette maison appartenait à votre grand-mère, la sœur de Monsieur Lefebvre. À son décès, elle l'a léguée à parts égales à son frère et à votre père. Votre père a racheté la part de Monsieur Lefebvre il y a 20 ans, mais n'a jamais terminé de payer. Par un arrangement légal que votre grand-oncle a mis en place, la propriété lui est revenue entièrement il y a 5 ans. Votre père en est simplement le locataire. Je restai sans voix, tentant d'assimiler ces informations. François possédait cette maison ? Mon père, si fier, si dominateur, n'était qu'un locataire ? Et maintenant, tout cela m'appartenait ? Comme en réponse à mes pensées, la porte du jardin d'hiver s'ouvrit avec fracas. Mon père se tenait là, le visage pourpre de colère. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» rugit-il. « Cette maison est à moi. J'ai les documents pour le prouver. » Maître Durand se leva calmement, nullement impressionné. « Monsieur Lambert, j'ai ici les actes notariés et l'historique complet des transactions. Vous avez effectué un premier versement pour l'achat de la part de Monsieur Lefebvre, mais vous n'avez jamais honoré les paiements suivants, malgré plusieurs rappels. Conformément à votre contrat, la propriété est revenue intégralement à Monsieur Lefebvre après 3 ans de non-paiement. Il vous a permis de rester ici par courtoisie familiale. » Mon père devint livide. Ma mère, qui s'était glissée derrière lui, porta une main à sa bouche. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. »« Je crains que si, madame, répondit l'avocat, imperturbable. Et comme je l'expliquais à madame Lambert, selon le testament de Monsieur Lefebvre, cette propriété lui appartient désormais, ainsi que tous les autres biens du défunt. » Un silence de plomb tomba sur la pièce. Léa, sentant la tension, se blottit contre moi. Pendant un battement de cœur, le temps sembla suspendu. Puis, la voix de Maître Durand trancha le silence comme une lame. « Vous avez 1 mois pour quitter les lieux. Madame Lambert peut, bien sûr, décider de vous permettre de rester plus longtemps si elle le souhaite. » Je regardais les visages stupéfaits de ma famille, leur sourire méprisant disparu, remplacé par un choc pâle. Et à ce moment, pour la première fois depuis des années, je sentis les prémices de quelque chose d'inhabituel, l'espoir. Une fois le choc initial dissipé, la tempête se déchaîna. « Tu ne peux pas nous mettre à la porte » hurla mon père, sa voix résonnant contre les vitres embuées du jardin d'hiver. « Je suis ton père, bon sang. C'est comme ça que tu nous remercies pour t'avoir accueilli ?» La colère déformait son visage habituellement si composé, révélant un homme que je reconnaissais à peine. À côté de lui, ma mère alternait entre larmes et reproches acérés. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, sanglotait-elle, même quand tu as épousé ce musicien contre notre avis. Même quand tu es revenu, la queue entre les jambes. » Thomas se tenait en retrait, son regard calculateur passant de moi à l'avocat, comme s'il évaluait déjà comment retourner la situation à son avantage. Ma tante Marianne, elle, ne se retenait pas, vociférant sur mon ingratitude et ma traîtrise. « C'est un coup monté, cria-t-elle. Cette petite intrigante a manipulé ce vieux fou. » Maître Durand resta impassible face à cette avalanche d'accusations, mais je sentais mon courage vaciller. Mon cœur battait la chamade, et mes mains tremblaient alors que je tenais Léa contre moi. Une partie de moi voulait fuir, se cacher, tout rendre simplement pour mettre fin au chaos.
L'autre partie, celle qui avait endormi Léa sur un sol froid pendant des mois, celle qui avait avalé chaque humiliation en silence, cette partie-là s'enracinait lentement dans une nouvelle résolution. Ça suffit, dis-je finalement, ma voix à peine audible au début, puis plus ferme. Ça suffit. Le silence tomba brusquement, tous surpris par mon éclat. Vous parlez de gratitude, continuai-je, les mots sortant maintenant comme un torrent longtemps contenu. Pourquoi exactement devrais-je être reconnaissante? Pour avoir dormi par terre avec ma fille? Pour les regards méprisants? Pour les remarques cruelles? Ma mère ouvrit la bouche pour protester, mais je levai la main. Non, maman. C'est mon tour de parler. Quand Marc est parti, j'étais brisée. J'avais besoin de ma famille. J'avais besoin de soutien, d'amour. Que ai-je reçu à la place? Du mépris. De la pitié au mieux. Vous m'avez traitée comme une intruse dans cette maison, une maison qui, apparemment, n'était même pas vraiment la vôtre. Et tu ne comprends pas, intervint mon père, son ton soudain plus conciliant. Les affaires ont été difficiles. J'avais prévu de régler François, mais... Lassé de mensonges, interrompit Maître Durand, sa voix calme mais tranchante. Monsieur Lefebvre m'a confié l'ensemble de votre correspondance. Vous avez délibérément ignoré ses demandes de paiement pendant des années, tout en vivant luxueusement. Et d'après mes informations, votre entreprise a enregistré des bénéfices records ces dernières années. Mon père pâlit. L'avocat se tourna vers moi. Madame Lambert, je dois vous laisser maintenant. Voici les documents attestant de votre statut de nouvelle propriétaire, ainsi que les coordonnées des comptes bancaires qui sont désormais les vôtres. Monsieur Lefebvre a également laissé cette enveloppe à votre attention personnelle. Il me tendit une grande enveloppe Kraft scellée, mon nom écrit dessus de l'écriture familière et flamboyante de François. Puis, avec un léger salut, il quitta la pièce, traversant le groupe de ma famille désormais silencieuse. Le claquement de la porte d'entrée résonna comme un coup de canon dans la maison figée. Puis, comme si ce son avait brisé un barrage, la tempête reprit de plus belle. « Tu ne vas pas nous expulser, déclara mon père, sa voix oscillant entre l'ordre et la supplique. Nous sommes ta famille. Nous pouvons trouver un arrangement. Un arrangement, répéta ma tante avec mépris. Elle devrait être reconnaissante qu'on lui ait permis de rester ici. Cette maison appartient moralement à ton père, François n'a fait que des manigances légales. Ma mère s'approcha de moi, tentant une approche différente. Élodie, ma chérie, pense à ce que les gens vont dire. Une fille qui met ses parents à la rue? C'est un scandale. Tu veux que Léa grandisse avec cette réputation? Thomas, toujours pragmatique, proposa un compromis. On pourrait partager. Après tout, c'est une grande maison. Nous pourrions tous y vivre, mais avec plus d'équité. Leurs voix se mélangeaient, m'assaillant de tous côtés. Léa commença à pleurer, effrayée par les cris et la tension. Je la serrai contre moi, sentant sa petite poitrine se soulever au rythme de ses sanglots. Ce fut ce son, plus que tout autre, qui ancra ma résolution. Sortez, dis-je doucement. Puis, plus fort, sortez de cette pièce. J'ai besoin de réfléchir. À ma grande surprise, ils obéirent, quittant le jardin d'hiver un par un, non sans me lancer des regards lourds de reproches ou de calculs. Seule avec Léa, je m'efforçai de la calmer, lui murmurant des paroles rassurantes jusqu'à ce que ses pleurs se transforment en hoquets, puis en respiration régulière. Une fois qu'elle fut apaisée, jouant distraitement avec une feuille tombée d'une plante voisine, j'ouvris l'enveloppe de François. Elle contenait une lettre manuscrite et plusieurs photographies jaunies par le temps. Ma chère petite Élodie, commençait la lettre. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus de ce monde. Ne t'attriste pas trop, j'ai eu une vie longue et pleine d'aventures. Mais je m'inquiète pour toi. Tes lettres ces dernières années parlaient de courage et d'espoir, mais je lisais entre les lignes ta souffrance, ton sentiment d'être piégé. Ce que ton père ne t'a jamais dit, c'est que cette maison était celle de ma sœur, ta grand-mère. Elle souhaitait qu'elle reste dans la famille, un lieu d'amour et de soutien. Ton père a transformé ce sanctuaire en un monument à son ego, et plus récemment, en une prison pour toi et ta merveilleuse petite fille. Je te lègue cette maison et tout ce que je possède non pas par caprice ou pour créer des conflits, mais pour te donner les moyens de ta liberté.
Tu as toujours été différente du reste de la famille, Élodie. Tu as l'âme d'une artiste, le cœur d'une voyageuse, et la force d'une lionne même si tu l'ignores encore. Utilise ce que je te laisse comme bon te semble. Vends tout, voyage, recommence ailleurs. Ou reste et transforme cette maison en ce qu'elle aurait toujours dû être. Quoi que tu décides, fais-le pour toi et pour Léa, pas pour satisfaire les attentes des autres. Je suis fière de toi, petite Élodie. Plus que tu ne le sauras jamais. Avec tout mon amour, ton vieil oncle François. Les larmes coulaient librement sur mes joues alors que je lisais et relisais ces mots. Les photographies montraient François et ma grand-mère, jeunes et souriants devant la maison, François en Afrique, et une photo de moi à 10 ans, lors de sa dernière visite en France, ses mains sur mes épaules, nos sourires identiques. Je sentis quelque chose s'affermir en moi, comme une fondation longtemps instable qui trouve enfin son assise. Je regardais autour de moi ce jardin d'hiver négligé qui avait été notre refuge, la maison au-delà, avec ses pièces formelles et froides. Je regardais Léa, maintenant endormie, épuisée par les émotions de la matinée. Cette maison pourrait être autre chose. Elle pourrait être un foyer. Le reste de la journée passa dans une tension palpable. Ma famille oscillait entre tentatives de manipulation émotionnelle et offres de compromis de plus en plus désespérées. Je restais ferme, me répétant intérieurement les mots de François comme un mantra. Ma tante partit en début de soirée, claquant la porte et jurant de ne jamais revenir dans cette maison de traîtres. Thomas suivit peu après, sa façade pragmatique cédant finalement à la frustration quand il comprit que je ne céderais pas. Mes parents restèrent, bien sûr. C'était leur maison ou du moins, l'avaient-ils cru pendant des décennies. Je les surpris en conversation dans la cuisine tard cette nuit-là, leur voix réduite à des murmures tendus. Nous pourrions contester le testament, disait mon père. François n'était plus tout jeune, nous pourrions argumenter qu'il n'était pas sain d'esprit. Jean-Pierre, répondit ma mère, sa voix inhabituellement sérieuse, tu sais bien que nous ne gagnerions pas. Les lettres, les paiements non effectués. Et maintenant, Élodie a toutes les preuves. Alors quoi? Nous partons, simplement? Où irions-nous? Et tu as toujours l'appartement de Paris. Celui que tu gardes pour tes déplacements professionnels. Le silence qui suivit était lourd de non-dits. Je m'éloignai, ne voulant pas en entendre plus. Cette nuit-là, pour la première fois depuis mon retour, Léa et moi dormîmes dans une vraie chambre, la chambre d'amis où nous avions brièvement séjourné à notre arrivée. Allongé dans le noir, écoutant la respiration de ma fille, je sentais mon cœur battre avec un mélange d'appréhension et de détermination. La bataille ne faisait que commencer, je le savais. Mais pour la première fois, je n'étais plus seulement en train d'endurer. J'étais en train de protéger ma fille, moi-même, et peut-être même le rêve de ma grand-mère et de François d'une maison remplie d'amour plutôt que de froid calcul. Quand la dernière valise roula par la porte, le silence fut assourdissant. Une semaine s'était écoulée depuis la visite de Maître Durand. 7 jours de négociations tendues, de portes claquées, de larmes et de menaces. Ma mère avait tenté une dernière approche émotionnelle ce matin même, me rappelant comment elle m'avait tenu la main lors de ma première journée d'école, comme si ce souvenir lointain effaçait des années d'indifférence. Mon père avait oscillé entre promesses grandioses et intimidations légales, jusqu'à ce que Maître Durand lui rappelle poliment mais fermement par téléphone que toute action en justice ne ferait que révéler ses impayés et possibles fraudes fiscales. Finalement, ils étaient partis pour l'appartement parisien dont ma mère avait parlé, celui que mon père gardait pour ses déplacements professionnels. Thomas avait déjà trouvé un logement temporaire près de son bureau à La Défense. Ma tante Marianne était retournée à Lyon, non sans avoir fait circuler dans toute la famille des rumeurs sur mon ingratitude et ma manipulation d'un vieil homme sénile. J'observais le hall d'entrée, immense et vide. Les tableaux que mes parents avaient achetés pour impressionner leurs amis avaient disparu, laissant des rectangles plus clairs sur les murs crème. Le vase Ming dont ma mère se vantait en ornait plus la console Louis XV. Ils avaient pris tout ce qu'ils considéraient comme leur possession, laissant derrière eux les meubles trop lourds et les souvenirs trop encombrants. Je traversais les pièces, sentant le poids de l'espace vide. Léa me suivait, sa petite main agrippée à la mienne. Elle regardait autour d'elle avec de grands yeux, comme si elle découvrait un nouveau monde. Dans un sens, c'était le cas. « C'est vraiment à nous maintenant, maman ?» demanda-t-elle timidement.
Je m'agenouillai pour me mettre à son niveau, caressant ses boucles brunes. Oui, ma puce. C'est notre maison. On ne dormira plus par terre? Non, plus jamais. Je la serrai contre moi, sentant son petit corps chaud contre le mien. Tu pourras choisir ta chambre. N'importe laquelle. Son visage s'illumina. Même la grande avec les rideaux roses? Même celle-là, confirmai-je, souriant malgré la boule dans ma gorge. Cette nuit-là, après avoir bordé Léa dans son nouveau lit à baldaquin, la chambre aux rideaux roses avait été celle de ma grand-mère, un détail que ma fille ne pouvait pas connaître. Je m'assis seule dans le salon. La pièce était formellement meublée, avec ses canapés raides et ses tables basses en marbre, conçues pour impressionner, pas pour vivre. Je me sentais étrangère dans cette maison qui était désormais la mienne. Des souvenirs d'enfance remontaient à la surface. Moi, petite fille, assise bien droite pendant que ma mère recevait ses amis pour le thé. L'obligation de ne pas faire de bruit, de ne pas déranger. Les dîners rigides où la conversation tournait autour des succès de mon père et des exploits de Thomas, jamais des miens. Cette maison avait été une cage dorée longtemps avant que je n'y revienne en disgrâce avec Léa. Je repensais à la lettre de François, à ses mots sur la transformation. Cette maison pouvait-elle vraiment devenir autre chose? Pouvais-je vraiment la changer? Le lendemain matin, je me réveillai avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je préparai un petit déjeuner simple pour Léa, des tartines de confiture et un chocolat chaud que nous mangeâmes dans la cuisine, assis sur le comptoir plutôt qu'à la table formelle de la salle à manger. Aujourd'hui, annonçai-je à ma fille qui me regardait avec curiosité, nous allons transformer cette maison en foyer. Je commençai par appeler Claire, une ancienne collègue de la galerie d'art où j'avais travaillé avant la naissance de Léa. À ma grande surprise, elle se souvenait parfaitement de moi et semblait sincèrement heureuse de me parler. Et Élodie. Ça fait une éternité. Comment vas-tu? La conversation fut comme une bouffée d'air frais. Pas de jugement, pas de sous-entendu, juste une chaleur authentique. Après lui avoir raconté une version édulcorée de ma situation, j'en vins au but de mon appel. J'ai hérité d'une maison, mais elle est froide. Impersonnelle. J'aimerais la rendre vivante, en faire un espace où ma fille et moi nous sentirons vraiment chez nous. Tu as toujours eu un talent incroyable pour transformer les espaces. Claire n'hésita pas une seconde. J'arrive demain avec des échantillons. Et mon mari peut venir ce week-end pour t'aider avec les travaux plus lourds. Il est bricoleur. Ce simple échange me laissa étourdie. Était-ce si facile de renouer des liens? De demander de l'aide? Pendant des mois, j'avais vécu repliée sur moi-même, convaincue que le monde entier me jugeait pour l'échec de mon mariage, pour mon retour à la case départ. Mais peut-être que la prison dans laquelle je m'étais enfermée avait des portes que je pouvais ouvrir moi-même. Encouragée par cette première victoire, je pris un autre risque. J'appelai l'école maternelle du quartier. La directrice, Madame Leroy, était une femme à la voix douce qui écouta patiemment mon explication hésitante sur notre situation récente. Bien sûr que nous pouvons accueillir Léa, dit-elle simplement. Nous avons justement une place dans la classe des moyens. Elle pourrait commencer lundi prochain, si cela vous convient. Vraiment? Mais, l'année scolaire a déjà commencé, et... Madame Lambert, m'interrompit-elle gentiment, les enfants sont résilients. Et notre rôle est de les accueillir quand ils ont besoin de nous, pas seulement quand le calendrier le permet. Ce soir-là, je racontais à Léa qu'elle allait bientôt aller à l'école, rencontrer d'autres enfants, apprendre de nouvelles choses. Au lieu de la peur que j'avais anticipée, son visage s'illumina d'excitation. Je pourrais avoir un cartable? Comme les grands? Et bien sûr, promis-je. Nous irons l'acheter ensemble. Pendant que Léa s'endormait paisiblement, je parcourus les comptes bancaires que François m'avait légués. Les sommes me donnèrent le vertige. Il y avait là suffisamment d'argent pour vivre confortablement pendant des années, même sans travailler. Mais je ne voulais pas simplement exister dans cette bulle financière. Je voulais créer, contribuer, montrer à Léa ce que signifiait avoir une passion. Je sortis mon vieil ordinateur portable, celui que j'avais à peine utilisé ces derniers mois. Avec des doigts légèrement tremblants, j'ouvris mon portfolio oublié, les photographies que j'avais prises pendant mes années à la galerie, les pièces que j'avais écrites pour des catalogues d'exposition.
Les projets inachevés que j'avais abandonnés quand la réalité de la maternité et du mariage en difficulté avait pris le dessus. À ma propre surprise, ils n'étaient pas mauvais. Certains étaient même bons. Je me surpris à sourire en revoyant une série de photographies que j'avais prises des quais de Seine au petit matin, la lumière dorée caressant les pierres anciennes. J'avais eu un œil, une sensibilité. Avais-je perdu tout cela, ou était-ce simplement endormi, attendant d'être réveillé? Cette nuit-là, je pris une décision. J'écrivis un email à mon ancien directeur à la galerie, lui demandant si je pouvais passer le voir pour discuter de possibles collaborations freelance. Puis, dans un élan d'audace, je créai une petite annonce pour proposer mes services de photographe pour des événements locaux, mariages, baptêmes, anniversaires. Avant de me coucher, je m'arrêtai devant le grand miroir du hall d'entrée. La femme qui me regardait n'était plus celle qui s'était recroquevillée sur le sol du couloir pendant des mois. Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Elle se tenait plus droite. Elle commençait à se reconnaître. Au fil des semaines, la maison se métamorphosa. Les murs austères de la salle à manger, autrefois d'un beige froid, s'habillèrent d'un bleu profond que Claire avait suggéré. C'est la couleur du ciel nocturne à Essaouira, m'avait-elle dit, là où François passait ses hivers. Cette pensée me plaisait comme si mon grand-oncle veillait sur nous à travers ces murs. Le mari de Claire, Antoine, m'aida à abattre la cloison qui séparait la cuisine du petit salon adjacent, créant un espace ouvert et lumineux où Léa pouvait jouer pendant que je cuisinais. Je découvris avec surprise que j'aimais cuisiner, maintenant que je le faisais pour le plaisir et non par obligation. Chaque samedi matin, Léa et moi allions au marché de Saint-Germain, nous faufilant entre les étals colorés, goûtant des fromages, choisissant des fruits de saison, échangeant des sourires avec les commerçants qui commençaient à nous reconnaître. « Bonjour Madame Lambert. J'ai gardé les plus belles fraises pour votre petite, lançait Monsieur Dupont, le maraîcher à la casquette élimée. Et voici quelques framboises en plus, cadeau de la maison. » Ces petits rituels, ces connexions quotidiennes tissaient lentement un filet de sécurité invisible autour de nous. Je n'étais plus seule, flottant dans un vide social. J'appartenais à quelque chose, une communauté, un quartier, une vie. Léa s'adapta à l'école maternelle avec une facilité qui me surprit et m'émut. En quelques jours à peine, elle parlait déjà de « ma copine Charlotte » et de « mon copain Lucas ». Elle rapportait fièrement ses dessins, expliquant avec sérieux les histoires que Madame Solange, son institutrice, leur avait lues. Je l'observais s'épanouir, comme une fleur longtemps privée de soleil qui se tournait enfin vers la lumière. Un après-midi d'octobre, alors que je l'attendais à la sortie de l'école, une jeune femme aux cheveux courts et au sourire facile s'approcha de moi. « Vous êtes la maman de Léa ? Je suis Nathalie, la mère de Charlotte. Les filles s'entendent tellement bien, Charlotte ne parle que de Léa à la maison. Ça vous dirait de prendre un café pendant que les petites jouent ensemble un de ces jours ? » Cette invitation si simple me laissa momentanément sans voix. Une amitié adulte, normale, sans le poids du jugement familial ou des attentes écrasantes. J'acceptais avec une gratitude que je tentais de ne pas rendre trop évidente. Ce café avec Nathalie se transforma en un rituel hebdomadaire, puis en dîners occasionnels où d'autres parents se joignirent à nous. Parmi eux, Karim, un architecte divorcé élevant seul son fils Mehdi, qui devint rapidement le meilleur ami pour la vie de Léa selon ses propres mots, Sophie et Julie, un couple dont les jumelles faisaient partie de la classe de ma fille, et Victor, un professeur de musique au conservatoire dont la fille Emma partageait la passion de Léa pour les histoires de princesses. Au début, je me sentais comme une imposteur parmi eux, certaine qu'ils percevraient ma fragilité, mes doutes, mon passé chaotique. Mais à ma grande surprise, ils m'acceptèrent simplement comme j'étais, Élodie, la photographe freelance qui rénovait la grande maison sur la rue des Érables, la maman de Léa qui faisait d'excellentes tartes aux pommes mais qui brûlait invariablement les quiches. Mon travail aussi reprenait forme. Mon ancien directeur à la galerie, Pascal, m'avait accueilli avec un enthousiasme qui m'avait d'abord déconcerté, puis touché. « Élodie, ton œil nous a manqué. Le timing est parfait, nous préparons une exposition sur les artistes émergents du Maghreb. Avec ton intérêt pour la photographie documentaire et tes liens familiaux. » J'avais accepté de rédiger les textes du catalogue et de coordonner la scénographie de l'exposition. Ce travail à temps partiel me permettait de concilier vie professionnelle et présence auprès de Léa.
Les collections d'art africain que François m'avait léguées prirent soudain un sens nouveau, je pouvais les contextualiser, les comprendre, les honorer. L'exposition fut un succès modeste mais réel, attirant l'attention de collectionneurs et de critiques. Mon nom apparaissait dans des articles spécialisés, toujours en petits caractères, mais présents. Parallèlement, mes premières commandes de photographie commençaient à arriver, d'abord des voisins curieux, puis des recommandations, puis des clients réguliers. Un soir, alors que je développais des photos dans la petite chambre noire que j'avais aménagée dans l'ancienne buanderie, je réalisai avec un choc paisible que j'étais heureuse. Pas d'un bonheur éclatant ou triomphant, mais d'une satisfaction tranquille qui coulait en moi comme une rivière douce. J'avais construit quelque chose, pas seulement une carrière renaissante ou une maison accueillante, mais une vie qui avait du sens. Pendant ce temps, la grande maison continuait sa métamorphose. Le jardin, longtemps réduit à une pelouse stricte et quelques rosiers rigides, devint un espace de jeu et de découverte. Avec l'aide de Karim, qui s'avéra aussi compétent en jardinage qu'en architecture, nous plantâmes des arbres fruitiers, créâmes un petit potager où Léa apprit à faire pousser des radis et des fraises, et installâmes une balançoire sous le grand tilleul. L'hiver arriva, apportant ces longues soirées où la maison résonnait de rire et de musique. J'avais pris l'habitude d'inviter mes nouveaux amis pour des dîners informels où chacun apportait un plat, une bouteille, une histoire. Victor jouait parfois du piano, mon père l'avait laissé, trop lourd à déménager, et nous chantions des chansons françaises que Léa s'efforçait d'apprendre avec un sérieux comique. La période des fêtes approchait, et avec elle, une certaine mélancolie. C'était notre premier Noël sans famille, du moins, sans la famille traditionnelle. J'avais reçu quelques messages de Thomas, brefs et maladroits, mais ni mes parents ni ma tante n'avaient cherché à nous contacter depuis leur départ. Un soir de début décembre, alors que je déposais des cartons de décoration dans le salon, la sonnette retentit. Sur le seuil se tenait Madame Martin, une voisine âgée que je saluais poliment mais que je connaissais à peine. « Bonsoir, Madame Lambert. Je passais juste vous apporter ces petits gâteaux. C'est une recette de ma Normandie natale. » Elle me tendit une boîte d'où s'échappait un parfum de beurre et de pommes caramélisées. « J'ai pensé que votre petite aimerait peut-être les goûter. » Touchée par ce geste inattendu, je l'invitai à entrer prendre un thé. À ma surprise, elle accepta. Pendant que Léa dévorait les gâteaux avec enthousiasme, Madame Martin regardait autour d'elle avec curiosité. « Vous avez transformé cette maison, dit-elle finalement. Elle était si froide avant. »« Vous connaissiez mes parents ?» demandai-je, surprise. « Oh oui. J'habite ici depuis 40 ans, vous savez. J'ai connu cette maison sous plusieurs règnes. » Elle sourit, révélant de petites rides au coin des yeux. « Votre grand-mère Élisabeth était une femme merveilleuse. Quand votre père a repris la maison après son décès, tout a changé. Les fenêtres toujours fermées, plus de musique, plus d'enfants qui jouent dans le jardin. » Elle but une gorgée de thé. « C'est bon de voir la vie revenir entre ces murs. Élisabeth aurait aimé ça. Et François aussi. Vous connaissiez mon grand-oncle ? » ?»« Bien sûr. Il venait me voir à chaque passage à Paris. Il me racontait ses aventures en Afrique, m'apportait des épices que je ne savais pas utiliser. » Elle rit doucement. « Un homme bon. Qui voyait les gens pour ce qu'ils étaient vraiment. » Cette conversation avec Madame Martin fut comme ouvrir une fenêtre sur un passé que je n'avais jamais vraiment connu. Dans les jours qui suivirent, je me surpris à regarder les murs, les escaliers, les recoins de la maison avec un regard neuf, imaginant ma grand-mère marchant dans ses couloirs, François riant dans le jardin. Je décidai alors que notre premier Noël dans cette maison transformée ne serait pas mélancolique, mais une célébration. Pas seulement de la saison, mais de tous ceux qui avaient aimé ces murs avant nous, et de tous ceux qui nous aimaient maintenant. En regardant en arrière, il est difficile de croire à quel point tout a changé. Quand je me tiens sur la terrasse, observant le soleil se coucher derrière les arbres du jardin, je ressens une fierté tranquille. Je ne suis plus cette femme recroquevillée sur le sol, retenant ses larmes. Je suis une mère qui s'est battue pour son enfant, une femme qui a appris à se tenir droite, et la gardienne d'un foyer rempli d'amour. Le printemps est arrivé, puis l'été, puis un nouvel automne. Léa a fêté ses 6 ans entourée d'amis dans un jardin fleuri. Elle a soufflé ses bougies sur un gâteau que nous avions préparé ensemble, ses yeux brillants de cette joie simple et pure qui est le plus beau des cadeaux pour une mère.
Ses cheveux ont poussé, formant maintenant de longues boucles brunes qui dansent quand elle court. Elle parle sans cesse, pose 1000 questions, invente des histoires peuplées de princesses aventurières et de dragons apprivoisés. Ma vie professionnelle a trouvé son rythme. Après le succès de l'exposition sur les artistes du Maghreb, Pascal m'a proposé un poste de conservatrice adjointe à la galerie, à temps partiel. J'ai accepté, à condition de pouvoir continuer mes projets photographiques personnels. Cette liberté a donné naissance à une série de portraits d'enfants dans leur environnement quotidien, non pas les traditionnelles photos posées et figées, mais des instantanés de jeu, de concentration, de rêverie. Léa et ses amis ont été mes premiers modèles, puis les enfants du quartier, puis ceux d'une école dans le 19e arrondissement où une amie de Nathalie enseigne. Ces photographies ont attiré l'attention d'une petite maison d'édition qui m'a proposé de publier un livre Regard d'enfance. Le jour où j'ai tenu le premier exemplaire entre mes mains, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais d'une émotion que je n'arrivais pas à nommer. Reconnaissance, peut-être. Ou simplement la sensation vertigineuse d'être devenue celle que j'étais censée être. La maison a continué d'évoluer avec nous. Le grand salon, autrefois témoin de réceptions guindées, est maintenant un espace lumineux où Léa étale ses puzzles gigantesques et où je travaille sur mes photos quand elle est à l'école. Les chambres inutilisées à l'étage sont progressivement devenues des espaces vivants, une bibliothèque cosy, un atelier où je développe mes photos, une chambre d'amis toujours prête à accueillir. Car oui, nous avons des amis. De vrais amis, pas ces relations superficielles que mes parents cultivaient comme des plantes d'ornement. Nathalie est devenue ma confidente, celle avec qui je peux parler de tout sans jugement. Karim est un pilier sur lequel je peux compter pour les conseils pratiques comme pour les conversations profondes qui s'étirent tard dans la nuit. Victor donne maintenant des cours de piano à Léa chaque mercredi, et son visage s'illumine quand il parle de son oreille exceptionnelle. Madame Martin passe régulièrement, apportant toujours quelques douceurs et repartant avec des légumes de notre potager. Même Thomas est revenu dans notre vie, timidement d'abord. Un appel pour mon anniversaire, puis une invitation à déjeuner. Nos retrouvailles ont été maladroites, chargées de non-dits. Mais progressivement, nous avons réappris à nous parler, à nous écouter vraiment. Lors de sa 3e visite, il a joué avec Léa dans le jardin, la faisant tournoyer dans les airs comme il le faisait avec moi quand nous étions enfants. En les observant, j'ai senti quelque chose se dénouer en moi, pas du pardon, pas encore, mais une ouverture à sa possibilité. Mes parents, eux, sont restés distants. Ma mère m'a envoyé une carte pour Noël, signée de son nom et de celui de mon père, mais sans message personnel. Je lui ai répondu par une photo de Léa devant le sapin, avec quelques lignes polies. Ce n'était pas une réconciliation, mais c'était un début, peut-être. Je n'attendais plus leur approbation ou leur amour avec la même urgence désespérée. J'avais appris que l'amour véritable ne se mendie pas, il se construit, se partage, se célèbre. Un soir de juin, alors que je préparais le dîner, j'entendis Léa chanter doucement dans le jardin. Je m'approchai de la fenêtre et la vis danser pieds nus dans l'herbe, tournoyant au milieu des papillons du soir. Son visage reflétait une joie si pure, si complète, que mon cœur se serra. Cet enfant qui avait dormi sur un sol froid, qui avait senti ma peur et mon désespoir, dansait maintenant libre et confiante dans la lumière dorée du crépuscule. Plus tard cette nuit-là, blottie contre moi pour notre rituel de l'histoire du soir, elle me regarda avec ses grands yeux bruns si semblables aux miens. « Maman, murmura-t-elle, tu es tellement forte. » Je souris, le cœur plein. Je voulais qu'elle grandisse en sachant que la force n'est pas l'absence de peur, mais le courage de l'affronter. Je voulais qu'elle sache que nous pouvons nous relever des endroits les plus froids et construire quelque chose de beau. La vie n'était pas parfaite, bien sûr. Il y avait des jours où le doute revenait me hanter, où la mélancolie s'installait comme un brouillard. Des moments où les factures s'empilaient, où un projet photographique échouait, où Léa faisait une crise de colère qui me laissait épuisée et incertaine. La différence était que je n'affrontais plus ces défis seule, recroquevillée dans un coin. J'avais des amis à appeler, des solutions à trouver, une force intérieure à laquelle puiser. En septembre, j'ai pris une décision qui m'aurait semblé impensable un an plus tôt. J'ai commencé à accueillir, 2 week-ends par mois, des femmes en situation difficile pour des ateliers de photographie. L'idée m'était venue après une conversation avec une assistante sociale rencontrée lors d'un vernissage.
Ces femmes, certaines victimes de violences, d'autres simplement prises dans les turbulences de la vie, venaient apprendre les bases de la photographie, mais repartaient avec bien plus. Pour quelques heures, elles n'étaient plus définies par leurs problèmes, mais par leur créativité, leur regard unique sur le monde. L'une d'elles, Marie, me rappelait douloureusement moi-même à mon retour dans la maison familiale. Son mari était parti du jour au lendemain, la laissant avec 2 enfants et un loyer impayable. Elle avait cet air hanté, ce regard qui évitait les miroirs. Pendant plusieurs séances, elle prenait des photos techniquement correctes mais dénuées de vie. Puis un jour, son fils de 4 ans est venu avec elle, la garderie étant fermée. J'ai vu Marie changer subtilement en sa présence, devenir plus droite, plus déterminée. Les photos qu'elle a prises ce jour-là, son fils explorant le jardin, fasciné par un escargot, étaient vibrantes d'amour et d'espoir. « Comment as-tu fait ?» m'a-t-elle demandé plus tard, regardant les tirages que nous venions de développer. « Comment es-tu passé de « là où tu étais » à « ici » ? J'ai réfléchi un moment, cherchant une réponse simple à une question complexe. Un pas à la fois, ai-je finalement répondu. Et jamais seule. Ce soir-là, après avoir bordé Léa, je me suis attardée sur le palier de sa chambre, écoutant sa respiration régulière. 7 ans plus tôt, quand j'avais découvert que j'étais enceinte, j'avais été submergée par la peur de ne pas être à la hauteur, de reproduire les erreurs de mes parents, de perdre mon identité. Je ne savais pas alors que cette petite personne me donnerait la force de me transformer, de devenir non pas moi-même, mais plus authentiquement moi. Cette maison est désormais bien plus que des briques et des murs. C'est un symbole de survie, de transformation, d'espoir. Et tandis que je parcours ces pièces, j'emporte avec moi les leçons de la douleur et de la guérison. Je ne suis plus celle que j'étais et je ne le serai plus jamais.